Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. En ce 1er mai, c'est le travail et sa rémunération qu'il nous a paru opportun de mettre en débat. Et pour ce faire, nous n'avons pas hésité à inviter Bernard Friot, sociologue, économiste, professeur émérite à l'Université de Nanterre, militant du Parti communiste français depuis votre jeunesse. Vous êtes membre de l'Institut européen du salariat et de Réseau Salariat, une association d'éducation populaire qui promeut l'idée d'un salaire à vie, très différent du revenu de base avec lequel on le confond parfois. Un livre qui, de vous, vient de paraître à la dispute. Il s'intitule « Le travail, enjeu des retraites ». Il s'agit d'une nouvelle version augmentée de l'enjeu des retraites qui était sorti en 2010 et qui était épuisé. En 2 mots, en quoi le salaire à vie est-il mieux que le revenu de base, d'après vous, Bernard Friot? On en parlera plus longuement tout à l'heure. Oui, en 2 mots, le salaire à vie supprime le marché du travail. Le salaire à vie attribue la qualification qui est celle du poste sur le marché du travail. C'est le poste qui est payé, ce n'est pas la personne. Quelqu'un qui a pas de poste, c'est au chômage. Le salaire à vie attribue la qualification à la personne, ce qu'on fait déjà dans la fonction publique, ce qu'on fait pour les retraités qui ont une pension proche de leur supérieur au SMIC et proche de leur meilleur salaire, ce qu'on fait déjà pour le tiers des plus de 18 ans. Le tiers des plus de 18 ans a déjà un salaire à la qualification personnelle, et c'est ce qu'il s'agit d'étendre pour moi. Gaspard Koenig, vous êtes écrivain, philosophe, vous êtes l'auteur de nombreux romans et essais. Le dernier, Voyage d'un philosophe au pays des libertés, paru l'année dernière aux éditions de l'Observatoire. Et vous êtes président de Génération Libre, un laboratoire d'idées d'inspiration libérale qui défend, lui, le revenu de base, qu'il ne faut donc pas confondre avec le salaire à vie. Pourquoi le revenu de base vous semble-t-il préférable au salaire à vie? Le revenu de base ne dépend pas du tout du travail. Et donc le but du revenu de base, ce n'est pas de mettre les gens dans un système productif et de les rémunérer en fonction de la valeur qu'ils produisent. Après, on parlera de la manière dont cette valeur peut être extorquée ou non par le capital. Mais il s'agit de donner aux gens l'argent suffisant pour, couvrir leurs besoins de base, voire dans d'autres options du revenu de base, davantage. Et donc, il s'agit de donner à l'individu une autonomie maximum pour faire ses propres choix de vie, y compris le choix du travail ou le choix du non-travail. Alors commençons par l'avenir du travail. Le président de la République semble convaincu qu'il faut que les Français travaillent plus. Est-ce que vous êtes d'accord, Bernard Friot? Tout dépend de ce qu'on appelle travail. Moi, j'entends bien travailler jusqu'à ma mort. Et donc, nous sommes globalement mal et sous-utilisés. L'organisation capitaliste du travail nous conduit à faire des trucs complètement inutiles, des trucs dangereux, des trucs complètement antidémocratiques, etc., que beaucoup, d'ailleurs, maintenant désapprouvent. Il y a une forme de défection vis-à-vis des objets du travail tels que le capitalisme nous les fait. On parle des bullshit jobs aujourd'hui. Par exemple, et bien d'autres situations qui ne sont pas désignées comme telles. Mais enfin, les gendarmes qui font la chasse aux migrants dans la baie de la Roya, c'est pas du travail pour moi tout ça. Quelqu'un qui fait un objet dont la durée de vie est limitée d'avance par de l'obsolescence programmée, c'est pas du travail, enfin, etc., etc. Nous, on a pris la statistique là ce matin que chaque voiture vendue, en fait, il y a 15 000 euros. 1500 euros, pardon, de publicité qu'on paye dans la voiture qu'on vend, qu'on achète. Enfin, tout ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien ou est dangereux. Donc là, il faut que nous travaillions moins là-dessus. Mais il faut que nous travaillions beaucoup plus si nous voulons faire une société qui, par exemple, abandonne l'agro-business. Il faut beaucoup plus de travail vivant pour faire une agriculture qui produira moins, parce qu'on produit beaucoup trop. Le tiers de ce que nous produisons en agriculture est jeté, mais qui produira d'une toute autre qualité. Et là, il faut beaucoup plus de travail vivant. Le capitalisme, il élimine le travail vivant au bénéfice du travail mort dans les machines, comme dit Marx, le mort détruit le vif, l'emporte sur le vif. Il s'agit au contraire de redonner au travail vivant toute sa place, et donc sûrement pas tel que Macron le propose. Vous, Gaspard Koenig? Je trouve que la vision qui est défendue par Macron est vraiment la vision des années 80, qui est en fait dans la continuité du consensus de l'après-guerre, qui fait du travail salarié et du travail salarié en entreprise la valeur architectonique de la vie en société. Et c'est ce qui est dit dans le préambule de la Constitution de 1946, c'est ce qui est aussi dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
chacun, je cite approximativement, enfin chacun a le droit d'avoir un emploi et la société a le devoir de lui en trouver un. Et donc on est quand même dans une vision assez, je trouve, 20e siècle et assez industrielle du monde du travail, où effectivement la société doit être réglée en fonction d'objectifs de production et en fonction d'objectifs de croissance. Et c'est pour ça que je pense qu'il a vraiment un train de retard. C'est peut-être les réformes qu'il propose sont peut-être des réformes qui auraient pu être faites dans les années 80, c'était à la mode. Aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est celle de la transition entre le travail salarié et le travail indépendant. C'est quelque chose qui permet ensuite aux gens de choisir eux-mêmes leur durée de travail, la manière dont ils souhaitent cotiser ou non à des caisses de retraite ou non, de transformer la notion de chômage et de retraite en un compte-temps que chacun pourra abonder tout au long de sa vie. Ou bref, on puisse faire des choix beaucoup plus autonomes vis-à-vis de sa propre activité. Et Macron l'avait un peu abordé lors de la campagne présidentielle quand il avait parlé de cette idée de donner le chômage aux indépendants. C'est quelque chose d'intéressant. Et c'est quelque chose qu'il a complètement abandonné parce que vous ne pouvez pas le faire sans détricoter tout le reste. Et aujourd'hui, la société, elle est vraiment structurée sur l'idée de l'emploi salarié en entreprise. Les systèmes sociaux sont structurés autour de ça, c'est-à-dire que vous avez droit au RSA, par exemple, quand vous avez un accident, que vous tombez hors du travail. Mais le but, c'est de reprendre un travail. D'ailleurs, le RSA, formellement en tout cas, est toujours conditionnel. C'est-à-dire que vous ne touchez une allocation pour votre survie que si vous promettez de chercher un travail. Et tous les mois, vous êtes obligé de pointer chez les assistantes sociales des CAF et de faire semblant de dire que vous cherchez un travail. Et les assistantes font semblant de vous croire. Et c'est comme ça que vous avez droit à votre petit pécule. Et donc, on est vraiment dans un système où tout est organisé pour non pas vous inciter, mais vous forcer à rentrer dans la case du travail salarié. Et le renversement auquel on assiste aujourd'hui est un renversement idéologique aussi, parce que au XIXe siècle, Friot me contredira peut-être d'ailleurs avec raison, mais les marxistes avaient eu raison, et Marx le premier, de s'indigner contre le salariat, et contre l'aliénation que produit le salariat, et contre le surplus qui est extorqué par le capital par rapport à la valeur que le travail produit. En cela, d'ailleurs, Marx se met dans la continuité des économistes classiques. Le travail produit de la valeur et doit être rémunéré en fonction. Et c'est les libéraux qui étaient pour le salariat. C'était Bastiat qui défendait le salariat au nom de la stabilité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les termes se sont étrangement inversés. La CGT donc, avait encore la fin du salariat dans ses statuts jusqu'en 1995. Et aujourd'hui, les termes se sont inversés puisque ce sont plutôt les gens de gauche et d'extrême gauche qui luttent pour que la requalification salariale des travailleurs indépendants, alors que ce sont plutôt les libéraux qui vont essayer d'abord d'encourager l'émergence du travail autonome, des auto-entrepreneurs, aux indépendants, aux consultants, à tout ce qu'on veut, mais bien sûr aussi de repenser les cadres de la société pour que ce travail autonome ne soit pas simplement du précariat, quelque chose qui est subi, mais que ce soit de plus en plus quelque chose qui soit choisi. Alors, vous êtes d'accord avec cette analyse, Bernard Friot, cette inversion qui s'est produite en ce qui concerne le salariat ? Disons que le salariat excède très largement l'emploi. Moi, je suis salarié. Je suis payé par une pension qui est la poursuite de mon salaire. Or, depuis 9 ans, je suis en retraite, je n'ai pas de contrat de travail, je n'ai pas d'employeur. D'où le titre de professeur émérite. Professeur émérite, c'est professeur à la retraite. À la retraite, que les gens le sachent. Oui, ça ne renvoie à aucun mérite. Et il n'y a pas du tout de lien entre le salaire et l'emploi. Précisément, la grande nouveauté du XXe siècle, c'est d'avoir construit le salaire indépendamment de l'emploi. D'avoir versé, par exemple, la loi d'août 1946 de Croizat sur les allocations familiales attribue du salaire aux parents, disant les parents ont droit à 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie. Pour élever leurs enfants. Élever des enfants, c'est productif et ça donne droit à du salaire. Croizat construit la retraite sur le modèle de la fonction publique pour le privé, sans aucun calcul des cotisations. Ce n'est pas du tout un compte de cotisation qui décide de la retraite, c'est le remplacement d'un salaire de référence. Le retraité continue à être payé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, encore une fois, le tiers des plus de 18 ans ont un salaire qui n'est pas lié à l'emploi. Vous avez les 5 millions de fonctionnaires. Ce n'est pas du tout leur poste de travail qui décide de leur salaire. C'est une qualification propre. Ils ont un grade et ils sont payés. Il n'y a pas de chômage parce que c'est un attribut de la personne, le salaire. Le salaire est un droit de la personne. C'est absolument fondamental. C'est que nos personnes soient reconnues en tant que telles comme productives de valeur
et donc ayant droit à du salaire. Et c'est le cas de la moitié des retraités à peu près, comme je le disais. C'est le cas de ceux qui ont une pension, surtout des hommes d'ailleurs, une pension supérieure au SMIC et proche de leur salaire d'activité, comme on dit. C'est le cas des salariés à statut, parce qu'il en reste, même s'ils font l'objet d'une bagarre considérable de la classe dirigeante, qui ne supporte pas que nous soyons titulaires de notre salaire. Pourquoi ? Mais parce qu'elle veut bien nous verser 800 balles, ou 450 balles par mois. Ça ne la dérange pas du tout. Mais en revanche, que nous soyons reconnus comme producteurs à la qualification, avec des salaires qui seraient liés à notre personne, qui sont déjà liés à notre personne pour le tiers des plus de 18 ans. Moi, je propose d'étendre à tout le monde. Et qui sont compris, moi, dans ce que je propose, entre 1 700 et 5 000 euros par mois. Je pense qu'au-delà de 5 000 euros par mois, c'est qu'on n'aime pas son boulot, si on a besoin de plus. Dès lors qu'on décide au travail, qu'on est devenu par ailleurs propriétaire des entreprises, j'insiste sur le fait que le salaire à la qualification personnelle, moi je ne parle pas de salaire à vie, que le salaire à la qualification personnelle est inséparable du fait que nous soyons souverains sur la production et donc que nous soyons propriétaires de l'outil de travail. Aussi bien comme travailleur indépendant, qui est une forme tout à fait légitime de salarié, c'est-à-dire de quelqu'un qui est titulaire de sa qualification et qui travaille sous une forme indépendante, que sous une forme de travail dans un collectif, bien sûr. Il s'agit de généraliser un déjà là qui est très fécond. Enfin, moi, je suis parti à la retraite avec mon dernier salaire, qui était le meilleur. Et ce qui vaut pour moi, vaut pour tout le monde. Je n'avais jamais cotisé. Il n'y avait pas de caisse des fonctionnaires. Ce n'est pas la contrepartie de mon travail passé. C'est la reconnaissance que je suis productif jusqu'à ma mort. C'est sortir le travail du carcan de l'emploi. C'est ça le point. De poser les personnes. Mais dans la philosophie française, on va dire, en ce qui concerne les retraites, c'est la génération des actifs, dont je fais partie, qui vous verse votre retraite. Ça, c'est l'illusion dans laquelle vous vivez. Ce qui vous console peut-être de vous la verser. En vous disant que, ah oui, mais quand je serai moi-même en retraite... il y aura la même solidarité intergénérationnelle. Solidarité intergénérationnelle. Non, non, justement. Ça n'existe pas pour vous ? La solidarité intergénérationnelle, c'est celle du différé de cotisation qu'on met dans un compte personnel, d'accord ? Qu'on peut rendre fongible, comme le propose Gaspard, c'est-à-dire qu'on aura des droits au titre de la formation, qu'on pourra convertir en droits au titre de la retraite, etc. Bien. Oui. C'est la proposition de Hollande de faire un compte personnel d'activité reprise par Macron. Et là, nous sommes dans une logique de différé. C'est-à-dire que je ne suis plus producteur, j'ai le droit de dépenser. Qu'est-ce que j'ai le droit de dépenser ? Ce que j'ai mis au pot commun et qui est, quand j'étais actif, j'ai été solidaire, j'ai le droit de bénéficier de la solidarité. Et le fondement de mon droit, c'est la somme des points que j'ai acquis en cotisant à ceci ou à cela. C'est... la logique de la solidarité intergénérationnelle suppose que les retraités ne travaillent pas, qu'ils ne produisent pas. Elle suppose que les retraités sont à la charge des actifs, mais ils le sont légitimement parce qu'ils ont eux-mêmes pris à leur charge les retraités. Il faut sortir de cette affaire. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on a construit la sécurité sociale. On l'a construit justement, les retraités sont des productifs qui ont droit à du salaire. Et la valeur correspondante à la retraite qu'ils perçoivent, c'est eux qui la produisent dans leur vie jusqu'à leur mort. Gaspard Koenig ? Dans l'infinité des points de désaccord que j'ai avec Bernard Friot, j'aimerais me concentrer sur ce qui me semble être le point essentiel, le point le plus philosophique, c'est que dans votre système, on juge de la personne. Et on juge si la personne est productive pour la société. Et donc quand on est dans une société donnée, on est quelque part obligé, on est jugé par, alors forcément, un pouvoir central qui va vous dire si vous avez fait bien ou non. Donc, grosso modo, c'est le système du crédit social à la chinoise qui commence à se développer, c'est-à-dire qu'on vous récompense parce que vous avez été un bon citoyen productif en tant que personne, et que précisément la force d'un système qui récompense le travail pour la valeur qui est produite, indépendamment des systèmes de solidarité dont on pourra parler après, c'est qu'elle distingue la personne en tant que
productive si elle souhaite l'être, qui en fait un individu abstrait, et la personne, j'allais dire, dans son mérite ou sa dignité personnelle, qui peut être quelque chose de complètement différent. Et Friedman différenciait le mérite et la valeur. Milton Friedman. Il disait, effectivement, des fois, vous faites des choses merveilleuses, comme des livres, pour lesquels vous tirez une valeur économique très faible. Ça n'ôte rien à votre mérite, parce qu'on ne confond pas ce qui fait de vous une personne, un être humain qui a une légitimité, une dignité propre, avec quelque chose qui est purement de l'ordre de la relation commerciale. Pour le livre, c'est très clair. La relation commerciale peut être ratée. C'est pas pour ça que vous n'avez pas de mérite en tant qu'écrivain. Alors que dans le système de Bernard Friot, finalement, et si on prend, j'improvise, mais si on prend l'exemple de l'écrivain, qui va juger de l'augmentation de salaire de l'écrivain? Parce qu'il a été productif pour sa société? Quel comité va juger que son livre a été bon ou raté? Et comme vous mêlez le mérite et la valeur dans ce système-là, comme la personne privée se mêle à la personne publique, puisqu'elle est censée contribuer à la productivité, qui est d'ailleurs un objectif que je ne partage pas, je ne pense pas qu'une société doit être absolument productive, je pense que précisément le but de la société, c'est que l'individu soit le plus libre possible, y compris au détriment de la croissance ou du bien-être collectif. Et donc, c'est ça qui est finalement très... j'essaye d'employer des mots relativement neutres, mais enfin, très oppressants, parce que vous n'êtes pas jugé, vous êtes jugé pour ce que vous êtes dans ce système-là. Et donc, c'est déjà un problème en soi. Et le deuxième problème, c'est qui vous juge. Et qui vous juge, c'est forcément un comité. Et après, il y a un ressenti personnel aussi. Moi, vous parliez de votre retraite. Moi, j'ai été salarié de la fonction publique pendant quelques années, quand j'ai commencé à enseigner. Et je ne supportais pas précisément d'être dans une grille de salaire et d'avoir un grade et d'être rémunéré non pas pour ce que je produisais, mais comme ça, pour un espèce de statut qui m'insupportait psychologiquement. Et c'est pour ça que, exactement à l'inverse de ce que vous proposez, moi je plaide pour une disparition du statut de la fonction publique qui résume précisément le travailleur à son grade, au lieu de le juger pour le travail qu'il fournit, avec encore une fois la possibilité, grâce au revenu universel, qu'ils n'en fournissent pas du tout. Non, mais évidemment, nous sommes dans un conflit total. La reconnaissance de la personne comme productive, en l'inscrivant dans un salaire entre 1700 et 5000 euros, c'est quelque chose qui confirme en permanence cette personne, au contraire. À un niveau. Moi, je déteste être confirmé par un comité truc-muche qui dit... Pas par un comité, par personne. Si. Par qui? Par le fait que je reçois automatiquement, quoi que je fasse, absolument quoi que je fasse, 1700 euros ou 2500 euros. Comment on fait pour passer de 1700 à 5000? Alors, l'augmentation se fait sur ce qui se fait déjà dans beaucoup d'endroits. Ça se fait par une estimation une évaluation, pas par le marché, parce que l'évaluation par le marché, alors les écrivains évalués par le marché, mais excuse-moi, mais enfin... Mais précisément, c'est ce que je dis. C'est de la connerie. Mais c'est exactement ce que je dis, c'est qu'on sépare. C'est qu'on sépare la valeur économique de ce qu'on produit de ce qu'on est. Ah bah oui, alors donc, il aura 800 balles, c'est très bien. Stendhal a vendu 100 bouquins. Ah bah voilà. Stendhal a vendu 100 bouquins, il n'en a pas tiré une grande fortune. C'est pas pour ça que c'est pas Stendhal. Voilà, Stendhal aura toute sa vie 800 balles, d'accord, il aura toute sa vie 800 balles, mais il aura la grande satisfaction d'avoir fait une belle œuvre, d'accord. Et puis, il y aura également un type... Non, mais chez vous, Stendhal n'existera même pas, parce qu'un Stendhal sous statut, c'est une contradiction en soi. En revanche, il y aura un Musso, je sais pas quoi, qui lui aura été exalté et aura plein de sous parce que le marché l'aura doté. Tant mieux pour lui. C'est pas pour ça qu'il a le mérite que je le reconnais. Je suis pas jaloux de Musso, je m'en fiche qu'il vende des livres. Sauf que les professions précisément où il n'y a aucune c'est qu'il satisfait un public s'il vend des livres. Aucune évaluation de ce qui a été fait au cours des 5 ou 10 précédentes années sont des professions d'une inégalité absolue. Vous avez des grands ténors du barreau, et puis des grades petits. Vous avez des grands ténors de l'architecture, et puis des grades papy. C'est vrai aujourd'hui d'à peu près toutes les professions. Il y avait des professions il y a encore 20 ans. Sauf les médecins. C'est pareil chez les médecins. Non, parce qu'il y a une inégalité entre les médecins qui est beaucoup plus faible, infiniment plus faible qu'entre les architectes ou entre les avocats. Ça dépend des pays. Ça n'a rien à voir. Non, en France, parce que précisément, nous avons, avec le conventionnement, une façon d'évaluer, d'inscrire dans un cadre évaluatif le travail. Mais qui évalue, Bernard Friot? Qui évalue qui je suis et ce que je fais? C'est pas, qui évalue Stendhal? Eh bien, c'est les pairs
mais pas ceux avec lesquels j'ai terrible. travaillé, parce que sinon tous les passe-droits sont possibles, etc. Mais on peut parfaitement évaluer la qualité d'une production scientifique. C'est parfaitement possible, mais bien sûr que si. Et cette évaluation, votre elle est système Galilée supérieure. n'aura jamais rien fait, jamais rien dit, parce que ses pairs auraient dit « tu te trompes, la Terre ne tourne pas, tu es rabattu au grade 0, tu as 800, et tu as l'interdiction de parler ». C'est ça qu'auraient dit ses pairs. Et le marché vous permet précisément ces moments de liberté, ces moments d'ingénuité où quelqu'un peut se tenir seul contre les autres. Eh bien oui, et on ne peut se tenir seul contre les autres que si on a un salaire à un revenu universel. Un revenu universel. Un revenu à 800 balles, c'est de la connerie. On peut parler des chiffres. On peut parler des chiffres après. Si c'est en dessous de 1700 balles, ça n'a aucun sens. On peut parler des chiffres après. Alors, si je veux bien qu'on ait une discussion sur les chiffres. Tout le monde est 1700 balles, on peut déjà commencer à discuter. Mais si tout le monde a 1700 balles... On parle des chiffres maintenant ? Parce qu'on parlons-en alors. Donc, revenons à la On parlera des chiffres personne. après. Revenons à la personne, à la reconnaissance de la personne. Précisément, la recherche scientifique, elle est faite par des gens qui ont un salaire à la qualification personnelle. Je parle de la recherche scientifique fondamentale. Là, elle est faite par des gens qui ont un salaire à la qualification personnelle, qui s'inscrivent dans un dispositif entre 1500 et 5000 balles à peu près. Il n'y a pas de très gros salaire, mais à quoi bon ? À partir du moment où on produit des choses qui sont du neuf, on n'a pas besoin des colifichets de la consommation. Vous dites ça, Bernard Friot, mais vous savez très bien qu'en France, aujourd'hui, les chercheurs sont partagés entre le salaire que vous venez de décrire et les propositions de 1000 fois plus importantes en matière financière qui leur sont faites par des entreprises américaines ou autres. Mais bien sûr, ce qui va détruire la recherche scientifique fondamentale. Voilà. La recherche scientifique fondamentale suppose une forme de, comme le disait très justement Gaspard, de gratuité. Et cette gratuité, elle s'exprime, moi je l'ai connue parce que je parle de ma profession, je sais ce que c'est. La recherche scientifique fondamentale, elle fait de gens qui gagnent entre 1500 et 5000 balles par mois, qui ont une reconnaissance, mais vous voyez, dans un cadre qui reste relativement restreint, on n'est pas, mais qui n'ont pas non plus à quémander. Ils n'ont pas 800 balles de revenus de base et ensuite sur le marché, il faudrait qu'ils aillent quémander une reconnaissance. Ils ont une qualification qui leur est propre, qui ne peut pas leur être enlevée, et c'est parce que ma qualification ne peut pas m'être enlevée, parce qu'il est un attribut de ma personne que je peux chercher, que je peux dire des choses qui sont absolument non conformes. Moi, ce que je dis n'est pas reconnu par la majorité de mes collègues en matière de sciences sociales sur le travail. Mais je peux le dire parce que j'ai un statut. Et si je n'avais pas de statut, je serais à la merci du premier venu. Gaspard Koenig ? C'est tout à fait normal quand... c'est une question de choix personnel, d'avoir envie de gagner plus d'argent ou pas. Moi, je suis très satisfait en gagnant dans la fourchette mentionnée par Bernard Friot et en faisant un travail qui est justement un travail qui est multimodal, qui est un travail autonome, dont certaines productions, je considère qu'elles ont beaucoup de mérite, ont peu de valeur marchande, et d'autres productions, où je considère qu'elles sont très faciles, ont beaucoup de valeur marchande. Mais cette valeur marchande, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient du fait qu'il y a des gens qui ont envie que vous satisfaisez quelqu'un. Quand vous satisfaisez quelqu'un, c'est normal qu'il vous paye pour cela. Et c'est le principe même de l'échange. Et donc, c'est vrai que ça génère les bullshit jobs dont parle David Graeber, mais parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le choix. Ils sont obligés de s'inscrire dans ce système-là. Et donc, moi, ce que je veux, c'est pas les forcer à aller encore plus dans le système de la productivité en ayant des grades et en étant jugés par des pairs dont on ne sait pas d'où ils vont venir qui laissent présager le pire des comités centraux qui vont vous décider si ce que vous avez fait est bien, pas bien, et en fonction de quels critères. C'est impossible à comprendre. Donc, autant avoir le critère du marché d'un côté pour le mérite, le critère ensuite de la reconnaissance personnelle pour la valeur, mais je refuse d'être dans une société qui, holiste, qui me considère comme un engrenage dans son grand fonctionnement général et qui me fait progresser en fonction de ses intérêts propres. Vous pensez que vos intérêts ne sont jamais les mêmes que ceux de la collectivité ? Ils peuvent diverger et qu'on doit permettre à ceux dont les intérêts divergent de faire leurs propres expériences dans leur coin et d'aller contre la société. Mais bien sûr, et c'est bien ce dont témoigne la recherche scientifique fondamentale. Non, mais parce que vous aurez vos systèmes de pairs qui vont juger qui vont juger du grade, et donc les gens vont être, comme toujours, quémandés auprès du comité Trucmuche. Je préfère encore écrire des livres et voir comment le marché réagit que de quémander auprès d'un comité pour leur dire « Regardez, c'est bien, hein, ça vous plaît ce livre, j'ai droit au grade supérieur, je peux passer de 1800 à 2500 ?» Bon, on peut toujours tout caricaturer. Hein. Moi, j'essaie de ne pas caricaturer quand je polémique. J'essaie de
comprendre le système dans lequel... Vous ne soyez pas dans la caricature. Je vous interromps, on va faire une pause et on poursuit ce débat juste après. Là, on va commencer à parler chiffres. On poursuit ce débat sur le travail et sa rémunération avec Bernard Friot et Gaspard Koenig. Un premier chiffre que je voulais vous donner. Le temps de travail aujourd'hui ne représente plus, dans un pays comme le nôtre, que 10% de notre existence. C'est Jean Viard qui a fait ce calcul. On vit 700 000 heures environ, on dort 200 000 heures, on ne travaille plus que 70 000 heures, c'est-à-dire 10% de notre existence. C'est-à-dire qu'on continue de penser que le travail est le centre de notre existence, mais est-ce que ça n'est pas une illusion ? Non, mais ça, c'est le travail tel qu'il est mesuré dans une logique capitaliste, qui est une logique qui ne reconnaît comme travail que ce qui met en valeur du capital, et donc qui va exclure du travail des tas d'activités domestiques notamment. Pas que oui, domestiques, militantes, artistiques, tout ce qu'on veut. De solidarité, enfin des tas de choses, de délibération politique, enfin tout cela est exclu du travail parce que ça ne met pas en valeur de capital. Donc moi je suis au contraire convaincu que nous travaillons bien davantage. Vous pensez qu'on travaille 10% de notre existence, Gaspard Koenig ? Si les chiffres le disent... les chiffres, vous savez, c'est 8 heures par jour. Et moi je veux bien être dans cette... Je ne suis pas du tout... en désaccord avec cette logique capitaliste qui vous dit que précisément ce qui est mesuré par le travail, c'est la valeur que vous produisez, la valeur économique que vous produisez. Après, si vous voulez avoir d'autres activités que moi j'appellerais activités. Et de loisirs, au fond. Non, pas de loisirs, qui peuvent être beaucoup plus importants. Ça peut être beaucoup plus important de militer, d'élever ses enfants, etc. Mais si ce n'est pas quelque chose qui produit de la valeur, c'est normal de ne pas être rémunéré pour ça. Et donc, après qu'on ait besoin de moins travailler, c'est quelque chose qu'on voit depuis longtemps. Le gendre de Marx, je crois, Paul Lafargue, avait déjà écrit un éloge de la paresse, auquel il imaginait une société de bombance, que les machines nous permettraient vers laquelle les machines nous permettraient d'aller, et qui rappelait que le travail est une invention, au fond, enfin en tout cas, le travail comme valeur sociale générale est une invention assez récente, puisque auparavant vous aviez des classes de travailleurs et puis ensuite des classes d'oisifs, qui étaient en fait les seuls à être véritablement valorisés. Les oisifs étant les nobles, les rentiers. Ou à Athènes, les citoyens qui avaient la naissance d'hommes libres. Et Lafargue dit, finalement, nous allons tous devenir les oisifs, et les chômeurs d'aujourd'hui sont les nobles de demain. Vous voyez ? Et je trouve que c'est quand même une logique qui est assez séduisante. Et si nos sociétés deviennent assez matures, si la robotisation, l'intelligence artificielle nous permet non pas de remplacer le travail, ça je ne crois pas trop à la fin du travail, mais nous permet d'en faire un usage beaucoup plus libre et de le choisir de manière beaucoup plus différenciée, avec ce socle de revenus universel et ensuite la possibilité de participer dans un travail qui vous intéresse, soit parce qu'il n'est pas rémunéré, vous faites une activité intéressante, soit parce que vous avez envie de gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent, et vous allez faire une activité très lucrative parce qu'elle produit beaucoup de valeur pour la société, et tant mieux, parce que c'est le marché qui juge le mieux la valeur qui est produite par la société, non pas les comités de pairs. Mais donc, ça sera une société beaucoup plus flexible dans le rapport au travail. Et certains pourront travailler commercialement, enfin, produire de la valeur monétaire très très peu. D'autres auront toujours envie de travailler, comme Jack Ma, patron d'Alibaba, qui a dit, récemment, il a dit, moi je fais les 996, je crois, donc je travaille 12 heures de 9h à 9h tous les jours, 6 jours par semaine. Pour lui, c'est ça l'idéal. Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'on a ce débat dans nos sociétés occidentales, mais dans la société chinoise, j'ai passé pas mal de temps cet été, ils en sont au stade où on en était peut-être il y a 2 siècles, c'est-à-dire que le travail est quelque chose qui est ultra valorisé, et cette discussion serait complètement incompréhensible dans la Chine d'aujourd'hui. Et la Chine produit beaucoup de valeur, la Chine va devenir la première puissance mondiale, il va aussi falloir comprendre comment on se positionne avec notre modèle de société qui est en train d'évoluer fondamentalement, et une société de plus en plus puissante, de plus en plus impérialiste, qui utilise massivement des techniques justement de crédit social pour juger les gens par rapport à la productivité d'ensemble de la société et pour les forcer à y contribuer, et qui donc peut devenir dangereuse pour le mode
de vie ou de partage du travail que nous pourrions défendre. Néanmoins, les Chinois comprendraient et comprennent probablement les chiffres de l'OCDE qui viennent de sortir. Selon l'OCDE, en effet, l'automatisation et la robotisation devraient faire disparaître 14% des emplois en moyenne. En France, d'ici 20 ans, en France, ce serait même plus que ça. Ce serait 16,4% des emplois qui disparaîtraient et plus de 32% qui seraient transformés. Alors justement, en général, tout le monde n'est pas d'accord sur ces chiffres. Vous le pensez, vous, Bernard Friot que... Non, mais il y a toute une propagande. Ça a été 41%, 47%, 19%. Mais on dit aussi que la moitié des emplois qui existeront n'existent pas encore. Oui, bon. Encore une fois, le propre de la mise au travail dans le capitalisme, c'est l'élimination du travail vivant. On remplace le travail vivant par des machines. Ce qui est positif pour un certain nombre de tâches pénibles ou pour augmenter des productivités utilement, mais ce qui est globalement extrêmement négatif. La production de l'alimentation a été rendue très polluante, non nourrissante, dangereuse pour les agriculteurs par ce remplacement du travail vivant par la machine. C'est ce qui a permis aussi de nourrir tout le monde. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Nous avons détruit, moi j'ai vécu suffisamment en Afrique avant l'arrivée du libre-échange et de l'obligation pour ces entreprises, ces lieux de culture vivrière de faire du coton, etc. Non, pas du tout. Les paysans africains produisaient de quoi nourrir la population. Oui, mais en France, par exemple, après la guerre... On a détruit cela par des... En France, après la guerre, il a fallu les tracteurs pour nourrir la population, alors qu'on avait besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre auparavant. Non, tout ça c'est de la blague. C'est pas... Ça, c'est la FNSEA qui raconte ça, c'est-à-dire tous ceux qui ont construit l'agrobusiness. Aujourd'hui, heureusement, maintenant, nous avons, et je pense que Gaspard d'ailleurs serait d'accord avec ça, nous avons une aspiration de tout un tas de jeunes pour produire autrement, dans des logiques qui sont maîtrisées par les intéressés eux-mêmes. Et ce qu'il faut, c'est sortir ces travailleurs-là de la marginalité, parce qu'ils sont... menacés de récupération de marginalité. Les images qu'on voit là, c'est-à-dire de la production en série, robotisée, automatisée, c'est le point où l'on en est aujourd'hui d'une tendance qui a gouverné le capitalisme pendant longtemps. On s'est mis à produire des voitures en série, c'est la Oui, forté. mais ça a du sens si on produit... Comme on a produit ensuite des hamburgers en série dans les fast-foods, etc. D'ailleurs, ça n'élimine pas du tout la nécessité d'une présence. Quand on voit un film, c'est quoi ce travail? On voit très bien comment ces prétendus opérateurs là sont des gens extrêmement indispensables, mais que l'entreprise fonctionnerait beaucoup mieux s'ils avaient encore beaucoup plus de possibilités de s'exprimer. La négation de l'initiative individuelle par la robotisation est une catastrophe économique. C'est pas simplement... C'est un peu la transition dont je parlais au début entre une société industrielle qui produit effectivement en série des produits qui sont identiques, à une société qui va produire de plus en plus effectivement localement et aussi des produits qui vont être des produits sur mesure et qui vont être adaptés en flux continu à la demande de consommateurs qui va être extrêmement fluctuante. Et c'est pour ça que beaucoup d'économistes analysent aujourd'hui un phénomène dont on parle trop peu, qui est la démondialisation. Et on continue à se demander s'il faut s'ouvrir, entrer dans la mondialisation par rapport aux travailleurs français. Ce qui se passe, c'est que la mondialisation, c'est fini. L'intelligence artificielle vous permet d'abord, vous interdit d'avoir des produits qui arrivent en 6 semaines parce qu'ils viennent par conteneur, parce que vous devez adapter votre produit en temps réel à la demande de nos consommateurs qui le modèlent eux-mêmes, et que par ailleurs, la robotisation fait que la différence de salaire entre des pays développés et des pays moins développés va être de plus en plus négligeable, puisque l'ensemble une grande partie de la production va être pris en charge par des non-humains. Et donc, dans ce monde-là, c'est un monde en fait démondialisé, avec de la production qui ne va plus être de la production en série, mais qui va être de la production personnalisée, où, via les objets connectés, vous pourriez avoir exactement, ou demander exactement ce qui vous correspond, ce qui n'est pas sans, d'ailleurs, lever d'autres problèmes, mais tâchons de les trier. Et donc, je pense qu'effectivement, on sort du monde de Chaplin, mais que le monde dans lequel on rentre pose d'autres questions, notamment en termes d'autonomie individuelle, parce que quand vous donnez... C'est ça la vraie question dont on ne parle pas. C'est que le vrai travail qu'on produit aujourd'hui et dont personne ne parle, et qui n'est pas rémunéré, et ça c'est un scandale, c'est les données que nous produisons.
Quand vous avez Alexa dans votre maison, l'intelligence artificielle d'Amazon, Alexa, c'est un gadget. Un gadget qui vous donne le temps qu'il fait, ou qui vous fait de la musique, ou qui vous met un film. Et ça marche d'ailleurs assez mal. En revanche, vous produisez énormément de travail pour Alexa. Parce que toutes les conversations que Alexa entend sont transmises directement à Amazon. Il y a eu un scandale récemment, puisque non seulement les algorithmes traitent ces conversations, mais aussi parfois les humains, pour déchiffrer ce qui échappe à la machine, et permet à Amazon d'améliorer ces algorithmes de Natural Language Processing, donc de traduction du langage humain en langage machine. Et donc vous travaillez 24 heures sur 24 quand vous avez Alexa chez vous pour Amazon. Est-ce que vous êtes rémunéré pour la donnée que vous produisez et qui est aujourd'hui 8% du PIB en Europe et qui va s'accroître d'année en année? Non. Et c'est pour ça que vous avez des gens aux États-Unis, comme Glenn Whale, qui proposent de traiter data as labor. La donnée, c'est du travail. Il va falloir rémunérer ce travail selon une logique capitaliste, où on rémunère la valeur produite, mais où on peut aussi mesurer cette valeur, pricer cette valeur, savoir le prix des données que je donne à Facebook, c'est combien, et donc combien Facebook me doit, et s'organiser, évidemment, alors ils appellent ça les data unions, en syndicats de producteurs de données, qui vont négocier avec les grandes plateformes la valeur du travail que nous produisons. Et donc, en fait, c'est pas qu'on est à la fin du capitalisme, c'est qu'aujourd'hui, dans le champ du digital, nous sommes au stade du féodalisme, c'est-à-dire que nous produisons de la valeur en échange d'un service gratuit, et qu'il va falloir passer précisément du féodalisme au capitalisme, qui permet à chacun d'être rémunéré en fonction de la valeur qu'il produit, et qu'on peut mesurer de manière assez précise. Bernard Friot ? Là, on est dans quelque chose d'absolument invraisemblable. Ah non, nous allons, qui ne peut pas du tout être proposé comme avenir pour notre humanité. On ne va pas s'amuser à négocier les données qu'on donne à la plateforme. On ne va pas en donner du tout. On ne va pas en donner du tout. C'est ça la question. Ne pas en donner. Ne pas en donner, bien sûr. Premièrement, les gadgets que vous signalez, on pourrait tous s'en passer. Ça ne sert strictement à rien. Non, moi je m'en passe. Nous sommes en train... Oui, mais c'est bien qu'il y ait quelques penseurs de la généralisation du truc qui, eux, s'en passent. Évidemment, c'est bien sûr. Ça, non, mais moi, ce que je propose, Bernard Friot, c'est que les gens puissent choisir. J'aimerais pouvoir parler, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas du tout. C'est pour cela que la question que nous soyons reconnus à notre qualification dans la limite 1705 000 euros. Et qu'il n'y ait pas de salaire supérieur à 5 000 euros. Il n'y a pas besoin que nous gagnions plus que 5 000 euros. Donc pour vous, les revenus sont limités à 5 000 euros par mois, bien sûr. Pour tout le monde. Pour tout le monde, évidemment. Et on sait les dégâts anthropologiques et économiques qu'ont conduit les immenses salaires que nous avons vus arriver dans des entreprises qui fonctionnent beaucoup moins bien depuis qu'il y a des salaires absurdes. Et donc, l'enjeu n'est pas du tout que nous négocions avec les actionnaires d'Amazon le travail que nous faisons en fournissant des données. C'est que nous nous emparions de l'outil pour éviter que cet outil soit dirigé contre nous, par cette analyse de tout notre quotidien, pour qu'ensuite on reçoive des offres, mais tout est fait, etc. Donc ça nécessite la collectivisation des moyens de production. Ça nécessite que un moyen de production, il a deux choses. Il a un usage et il a une valeur patrimoniale. Bon. Ce sont ceux qui utilisent les moyens qui doivent en être propriétaires d'usage. Quant à la valeur patrimoniale, ces moyens de production en tant que valeur patrimoniale, il faut que ce soit des collectivités publiques qui en soient propriétaires et qu'en revanche, les travailleurs qui utilisent cet outil soient absolument responsables de son utilisation, qu'ils en soient les propriétaires d'usage. Prenons, pour prendre quelque chose qui ne soit pas dans le futur, mais qui soit dans l'actualité, vous avez une maison médicale, par exemple, vous avez une vingtaine de soignants, ils ne sont pas propriétaires de l'outil, ils ne souhaitent pas l'être. Ça les emmerderait. Ils ne sont pas propriétaires des murs, c'est la communauté de communes. Ils ne sont pas propriétaires de l'outillage, c'est la propriété de communes. Mais la propriété de communes remet en propriété d'usage à ces personnels ce matériel qu'ils utilisent comme ils l'entendent et en toute responsabilité. Et par ailleurs, ils ne dépendent pas de la valeur marchande de ce qu'ils produisent parce qu'ils passent convention avec la sécurité sociale par une socialisation de la valeur qui solvabilise l'accès aux soins et qui affecte donc à ces professionnels
une rémunération liée à leur qualification. Là, moi, j'ai des tas d'exemples de gens parfaitement libérés par le fait d'être... Bernard Friot, on a eu d'autres exemples où la collectivisation des moyens de production et le fait que les salaires soient bas, qu'on ait à peu près tous les mêmes, on a vu ce que ça donnait en général dans les pays communistes, c'est-à-dire qu'il y a intérêt à ce que les murs soient fermés, parce que sinon les gens s'en vont. Votre système n'est viable que si tout le monde l'adopte. On ne peut pas imaginer de l'adopter uniquement dans un pays de 66 millions d'habitants comme le nôtre. Mais pourquoi voulez-vous gagner plus de 5 000 € par mois? Ce serait une longue histoire, je pourrais vous la raconter, mais je doute que ça vienne. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir gagner plus de 5 000 € par mois? Parce qu'il y a des tas de choses qui vont faire qu'on puisse avoir envie, chacun. Mais on puisse avoir envie de gagner plus que 5 000 € par mois. Vous allez en faire quoi de 5 000 € par mois? Je vous raconterai après l'émission. Dès lors que, vous voyez, vous aurez... vous ne pourrez pas les placer parce qu'il n'y aura pas de marché des capitaux, d'accord. Vous ne pourrez pas être propriétaire d'entreprise pour récupérer le travail ou les données produites par autrui, y compris si les producteurs de données négocient avec vous une rémunération, mais enfin quand même, vous les exploitez quand même. Et je ne vois pas... pour avoir moi-même vraiment vécu une profession dans laquelle on gagnait tous moins de 5 000 € par mois, et voir la dynamique de ces chercheurs, parce qu'ils sont mus par toute autre chose que les colifichets de la consommation. Ils sont mus par la notoriété éventuelle, par le fait ou par la gloire, il y a énormément de colifichets. Par l'utilité sociale de ce qu'ils produisent, par le fait qu'ils ont été les premiers à mettre au point tel ou tel procédé. Tout ça, c'est tout ça qui fait que nous avons envie de continuer. Mais certes, c'est un moteur puissant, mais le fait d'acheter des beaux tableaux, des beaux meubles, des beaux vêtements, des belles voitures... Et pourquoi faudrait-il plus 5 000 € de faire des beaux voyages, etc. peut en être une autre. Alors, faire des longs voyages, pourquoi? Pour polluer la planète? Oui, si nécessaire. Non, oui, justement, là, c'est certainement... Il faut que nous ayons un sens de la sobriété, absolument. Mais quand bien même on les ferait sur un bateau à voile, ce qui ne polluerait rien, ça coûterait encore plus cher. Mais pourquoi est-ce que le fait d'être sur un bateau à voile devrait coûter énormément? Pourquoi est-ce ça dépend des matériaux qui sont utilisés, ça dépend du travail qui est mis là-dedans. Vous avez certains objets, ça me qui valent beaucoup, pas parce que ce sont des colifichés, mais parce qu'il y a énormément de savoir-faire qui vont dedans. Socialiser à des outils comme le... Vous êtes en train de refaire la querelle du luxe du XVIIIe siècle. Non, mais prenez je sais pas quoi, moi, un port d'Elconque avec des bateaux de plaisance. Ils sortent un jour par an, ou deux. Hein. À quoi bon être propriétaire de ce truc-là, avoir dépensé 10 000 balles pour l'acheter? Si on a le revenu de base et qu'on peut se donner des jours de vacances quand on veut, on peut les sortir. Justement, j'aimerais qu'on revienne... Avec vos 800 balles, vous allez sortir les 10 000 balles? J'aimerais qu'on comprenne comment on passe de 800 balles à plus avec le revenu de base. On a bien compris le système de Bernard Friot. Mais c'est pas 800 balles en plus. Attendez. Mais lequel c'est le revenu de base? Je vais vous raconter mon histoire à moi. Mon histoire à moi, c'est de faire une société où, effectivement, moi, je conçois très bien qu'il soit injuste de produire de la valeur pour que cette valeur soit reprise par le capital. Mais au lieu de passer par la socialisation, moi, je dis chacun doit produire son propre capital. Et donc chacun doit être à soi-même son propre capital. Et c'est comme ça que Foucault, d'ailleurs, analyse le néolibéralisme chez Baker, c'est chacun devient l'entreprise de soi-même. Mais pour ça, il faut vous donner les moyens de construire ce capital. Et donc le revenu de base, c'est d'abord effectivement une solution très forte contre la grande pauvreté, puisque vous avez un versement automatique, une sorte de super RSA, et qui... si c'est 450 balles, il y a aucune lutte contre la pauvreté. Je reviens sur les chiffres après. Parce que nous, les chiffres... Pardon. Ensuite, l'idée ultime de ce revenu de base, c'est de permettre à chacun de choisir ses valeurs et de choisir la manière dont il veut vivre sa vie. S'il veut ensuite avoir par ailleurs beaucoup d'argent parce qu'il a envie de faire des croisières en voilier ou de s'acheter des objets qui ont demandé énormément de production d'énormément de personnes qu'il faut bien rémunérer, il va travailler pour ça, pour produire de la valeur pour la société. Et il gardera son revenu de base. Et il gardera de toute façon son revenu de base. C'est d'où cette fameuse controverse de Fan Paris avec Rawls sur les surfeurs de Malibu. Faut-il donner revenu de base aux gens qui ne contribuent pas à la société? Et dans le système de Bernard Friot, je suis désolé de dire que quelqu'un qui ne contribue pas à la société, qui n'est pas productif... Il a 1800 balles par mois de toute façon. De toute façon, le premier niveau de qualification. Vous avez le premier niveau. C'est irrévocable, le premier niveau de qualification est pour tout le monde, quoi que l'on fasse. C'est quelque chose qui est très discriminant, puisque cette personne qui ne contribue pas à la société va rester au niveau du plancher, parce que ses pairs vont décider que, décidément, c'est un inutile, et que donc il va rester au premier niveau, au premier grade, toute sa vie. Moi, je pense que tout le monde a la même chose, et qu'on ne demande plus
à quelqu'un s'il est utile ou pas à la société. Le but de la chose, c'est de permettre aux gens de vivre leur vie de la manière la plus pleine et entière. Et si cet objectif est atteint, c'est l'objectif de notre civilisation, qui est de moins en moins de sociétés, de valeurs communes, et de plus en plus d'individus qui choisissent leur chemin. Après, maintenant, j'en viens à la question des moyens et de la somme. Il y a deux versions du revenu de base philosophiquement. Il y a celle de Milton Friedman, qui est effectivement la version minimale, qui consiste à dire de quoi couvrir les besoins de base, et c'est tout. Et ensuite, il y a la version de Philippe Van Parijs, qui dit le montant maximum soutenable. C'est-à-dire pour que l'économie continue à tourner, pour qu'on ait un système d'incitation qui fait qu'on continue à croître assez pour pouvoir précisément verser du revenu de base. Le rapport qu'on a fait, auquel vous faites référence dans le think tank que je préside, prend la première version, la version disons friedmanienne de l'impôt négatif. Effectivement, on calcule même pas 800, mais 500 euros parce qu'on ne met pas le logement dedans et qu'on considère que le logement doit continuer à être socialisé et conditionné au revenu, simplement parce que c'est un think tank, ce n'est pas une œuvre de philosophie, et qu'on essaye de mettre en place le truc le plus réaliste pour le faire maintenant, à moyens constants, avec une vraie acceptabilité politique, parce que quand vous êtes en train d'essayer, non pas de faire des grands concepts, mais véritablement d'introduire de la politique publique dans les rouages gouvernementaux aujourd'hui, vous êtes obligé de prendre d'être réaliste par rapport aux finances publiques, aux droits publics, et tout ça, et de faire une proposition qui est modeste, mais qui permet d'entrer, et c'est déjà très compliqué à faire passer, dans la logique du revenu de base. Ce serait un début. Ce serait un début. Ensuite, je suis, moi, à titre personnel et philosophique, tout à fait favorable à l'option Van Parijs. Je pense que ce revenu de base doit être le maximum soutenable, mais Van Parijs dit lui-même, dans certains pays aujourd'hui, le maximum soutenable, c'est 0. Vous ne pouvez pas faire le revenu de base. Dans un pays où il y a autant de redistribution qu'en France, vous voyez que quand vous commencez à fusionner tous les tuyaux pour calculer un revenu de base, si vous êtes à 500 euros, vous avez quand même besoin de 25% d'impôts. Ce n'est pas facile à faire, cette chose-là. Et l'argent ne tombe pas du ciel. J'aimerais bien savoir d'où tombent les 1 700 à 5 000 euros dont parle M. Friot. Je vais le dire, bien sûr. Vous allez le dire, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ces 500 sont déjà compliqués, mais réalistes aujourd'hui, que c'est une base, mais que moi, personnellement, je ne suis pas favorable, ultimement, si on a une espèce d'idéal, d'utopie philosophique, au minimum pour couvrir les besoins de base, mais au maximum soutenable, pour qu'au fond, chacun ait de plus en plus de quoi multiplier ses propres choix. Et c'est pas injuste par rapport. Si par ailleurs il veut créer une appli et faire des milliards, il en a la possibilité. Aucun problème. Et alors comment, parce qu'il nous reste que 4 minutes, comment financez-vous ce revenu, enfin ce salaire, mais qui n'est pas le salaire à vie dans votre expression à vous, mais le salaire. Nous produisons 1400 milliards de valeur marchande. Hein. La monnaie, ça vient de la valeur marchande. Oui, nous produisons 1400 milliards. Nous sommes 50 millions de plus de 18 ans. Ah oui. 50 millions de plus de 18 ans, vous divisez 1 400 milliards par 50 millions, ça fait 28 000 euros par personne et par an, d'accord ? C'est le salaire moyen actuel qui est de 2 300 euros par mois, hein, à peu près, un net. Hein. Nous pouvons évidemment assurer à tout le monde, de 18 ans à la mort, l'équivalent de 2 300 euros vous savez bien ce qu'on va vous répondre, en moyenne. C'est que ces 1 400 milliards ne sont produits que parce qu'il y a un intérêt, une incitation, et que cette incitation n'existant plus, peut-être qu'on produirait moins. Vous avez besoin du fouet pour travailler, vous avez besoin d'incitation pour travailler. Enfin, c'est vraiment supposé, oui. C'est avoir une vision de l'humanité, d'un pessimisme incroyable. Au contraire, c'est optimiste. C'est que je me dis que si on me donnait le même argent qu'on me donne pour travailler, si on me le donnait gratuitement, je ne viendrais évidemment pas travailler, en ce qui me concerne personnellement. Mais parce que je suis optimiste, je pense que j'ai plein d'autres choses à faire que de travailler. Mais est-ce que c'est ne pas travailler que c'est plein d'autres choses là? C'est la question. Oui, c'est ça la question. J'en ai peur. Vous voyez, on est exactement dans la situation du surfeur de Malibu. Frédéric est le surfeur de Malibu, et vous le condamnez pour ça. Non, il n'a pas condamné. Vous condamnez le fait qu'il voudrait ne pas travailler. Je viens de dire qu'il s'agit de donner au travail une extension bien plus vaste que celle que le capital donne. Absolument. Et que des tas d'activités qui aujourd'hui ne sont pas reconnues comme du travail sont en réalité du travail, dès lors que ce n'est plus la mise en valeur du capital qui décide de ce qui a valeur, mais le fait de donner prise à notre créativité. C'est donc ce qui, au départ, c'est notre créativité. C'est pour ça que nous sommes reconnus comme créateurs. Créativité qui sera jugée par les pairs. Cette créativité, elle est jugée 2 fois dans la vie ou 3 fois dans la vie par les pairs, puisqu'on démarre, puisque c'est automatique. Le premier niveau est automatique à 18 ans.
Il y a des progressions à l'ancienneté qui font qu'on n'a pas à passer quelque épreuve que ce soit pour progresser. Et puis, si on veut passer à un niveau supérieur, un palier supérieur, on passe une épreuve qui peut être... on fait des tâches, les validations d'acquis d'expérience, par exemple. Hein. Quelqu'un qui veut bureaucratie totale. faire une bureaucratie totale. C'est dans l'univers bureaucratique. Quelqu'un qui veut devenir... Ça n'a rien de bureaucratique. Bien sûr que du tout. si. On va vous dire les critères sur lesquels vous allez être évalué. S'il te plaît, Gaspard. On a bien compris le système, Il reste Bernard. 1 minute. Et donc, la validation d'acquis de l'expérience que l'on fait actuellement, pour quelqu'un qui veut être coiffeur, monter un salon, on lui demande s'il connaît la composition chimique de son... On regarde comment est-ce Quel est le meilleur juge que le consommateur pour ça? C'est incroyable. Je voudrais pouvoir parler, s'il te plaît. On a compris. Il me semble qu'on t'a laissé parler. Et donc, ce coiffeur-là, il n'est pas jugé par un truc bureaucratique. Il est actuellement, c'est des gens de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers. Non, aujourd'hui, ce sont les consommateurs. Et c'est ce dispositif-là qui peut être parfaitement généralisé. Ça dépend des professions. On ne va pas faire des épreuves de qualification les mêmes pour les uns et pour les autres. Mais ce qui est important, c'est de dire que nous pouvons, dès maintenant, financer un salaire moyen de 2 300 € par mois dans une fourchette qui va de 1 700 à 5 000 €. C'est parfaitement finançable, ça. Je vous arrête là parce que l'émission touche à sa fin. Je crois qu'on a bien compris en quoi vous n'êtes pas d'accord. Et donc, on a compris par la même occasion où est le problème. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.